Bonjour à tous, Bonjour. ici Charles et je suis en présence d'Irina. Aujourd'hui nous allons vous parler donc de la fête d'Ivana Kupala qui est fêtée comme on le verra entre autres dans les régions slaves. Plutôt Ivan Kupala. En Kupala, français, oui, tout à parce fait. que quand on dit en ukrainien, c'est Ivana Kupala. Ivan Kupala, l'idée c'est que c'est une fête en l'honneur de Kupala, un dieu de la mythologie slave. On ne sait pas quel dieu. Il y a la version que c'est un dieu d'amour, l'autre dit que c'est un dieu de soleil, mais c'est tellement lointain et tellement effacé toutes les preuves par christianisme qu'on a un petit peu se perdu dans ça. Pourquoi christianisme? Eh bien parce que la partie Ivan, qui est en fait l'équivalent dans ces régions-là du prénom Jean, a été rajoutée au moment de la christianisation de cette fête, qui a essayé, le christianisme a essayé d'abolir les croyances des cérémonies de cette période, mais n'ayant pas réussi, ils se sont rabattus sur ce que les chrétiens ont longtemps fait, à savoir absorber la croyance qu'ils n'arrivent pas à éliminer pour la christianiser et donc faire cette fois une fête en l'honneur de Jean le Baptiste, où c'est pour ça qu'on a les feux de la Saint-Jean donc dans nos régions à nous, ou Ivan Kupala, donc avec le Ivan qui correspond à ce même Jean. Donc qui avant est fêté. c'était juste Kupala au nom de Dieu, et puis on a ajouté Ivan et ça a devenu Ivan Kupala. Alors je peux peut-être préciser quand même, c'est assez important, cette fête elle a lieu au moment du solstice d'été. Et justement parce que ça correspond dans la mythologie chrétienne à l'anniversaire de Jean-Baptiste. Alors c'est pas très clair au début, ça a peut-être été sa mort qui était ce jour-là, et puis au final, comme le christianisme le fait beaucoup, il fête plutôt la naissance, comme la naissance de Jésus également. En fait, le christianisme est arrivé et dit que tiens, ils font la fête qui ne nous plaît pas. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a autour de cette fête? Ivan le Baptiste, mort. Allez, le mort. Oh, ça marche pas, le mort. Allez, on fait la naissance. Bon, on s'en fout. Dès que c'est Ivan le Baptiste, voilà, on va célébrer plutôt ça que la fête qui est liée aux traditions de pagans. Oui, païennes. Tradition païenne d'ailleurs dont on a une idée en regardant principalement ce que les chrétiens ont essayé d'interdire à cette époque-là. Donc notamment on a déjà ces histoires autour du feu, autour de gens qui dansent et qui sautent autour du feu. La fête de solstice d'été en France et en Europe c'est 21 juin, partir de 21 juin. Dans nos calendriers c'est même pas une histoire en France ou en Europe, c'est une histoire d'astronomie en fait. Le solstice d'été c'est la nuit où la nuit est la plus courte, où le jour est le plus grand. Et donc nous, on l'a fixé exactement au 21 juin avec nos observations physiques de la chose. Il se trouve que si on remonte suffisamment en arrière, par des phénomènes astronomiques, la Terre, elle ne tourne pas exactement droit le long de son axe. En fait, l'axe, il tourne un petit peu comme une toupie quand on vient de la lancer, elle n'est jamais toute droite. C'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Et quand on revient suffisamment en arrière, l'impact de cette rotation est suffisante pour que, en quelques milliers d'années, ça change le jour exact du solstice d'été. En France, il y a la fête solstice d'été qui tombe sur le 21 juin. Oui. Et dans les pays de Slaves, on fait solstice d'été avant été 23 juin. Selon le calendrier grégorien, c'était 23. C'est du 23 au 24 juin pour le calendrier grégorien. Oui, c'est ça. Et puis, le christianisme est arrivé, il dit on va bouger la fête. Il y a aussi l'histoire d'église orthodoxe qui a gardé l'ancien calendrier de Julien. Et donc, selon ce calendrier de Julien, la fête de Ivan Kupala, il est jusqu'à maintenant, du 6 au 7 juillet, la nuit. Sauf que à partir de 2023, l'Ukraine a pris la loi de revenir sur le calendrier comme en Europe, donc calendrier grégorien. À partir de 2024, cette fête, Ivan Kupala ou solstice d'été, c'est pareil. On va voir que beaucoup de traditions sont pareilles. On va les célébrer 23. On a ce décalage donc du 6-7 juillet, 23-24 juin qui est donc lié à ce mouvement des équinoxes qui n'est pas traité pareil en fonction des deux calendriers. Aussi, pourquoi 23-24 juin alors que le solstice exact il tombe le 21 juin En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la durée des jours, elle ne varie pas linéairement entre le solstice d'hiver et le solstice d'été. On a peut-être déjà tous vu cette courbe sinusoïdale qui montre la variation des durées de la journée. Au moment des équinoxes, la durée des jours
change énormément d'un jour à l'autre, et au moment des solstices, elle change peu. Et en réalité, dans ces fêtes-là, ce qu'on vient en général fêter, on va en parler dans un instant, c'est la fête d'un dieu sur un autre, d'une entité sur une autre, et donc c'est le moment où ce renouveau commence à se voir. Et autrement dit, le 21 juin, c'est vraiment le jour où la nuit est la plus courte, mais le 22 juin, il y a très peu de différence, et le 23 juin, il y a encore très peu de différence. Et en fait, la différence commence à être notable que 2-3 jours après le 21 juin. C'est pour ça qu'on vient fêter le renouveau, ou plutôt la défaite du soleil sur la nuit, qui va maintenant devenir de plus en plus longue à partir du 23-24 juin. Et pour très exactement les mêmes mécaniques, on venait fêter le début du soleil qui gagne sur la nuit au moment du 23-24 décembre. Surprise, c'est Noël. Là, on remonte au moment des cultes de Mitra ou du Sol Invictus, mais c'est les mêmes mécaniques qui font ce petit décalage de 2-3 jours entre les deux fêtes. C'est trop marrant, tu dis en fête. Tu l'as fêté au moins une fois? Bah moi, le 21 juin, c'est la fête de la musique, et Oui, le 24 décembre, c'est le Noël commercial. Donc bon, bof. Mais c'est le 10 d'été, je veux dire. le 21 juin, oui. Oui, parce que moi, Ivana Kupa, je n'ai jamais fêté en fait. Mais j'ai toujours entendu que ça existe, pour les traditions, j'ai entendu aussi. L'Union soviétique m'a volé cette possibilité, on peut dire. Dans les croyances celtes, avant d'avoir les feux de la Saint-Jean, quand on se concentre un petit peu sur l'aspect gaule de la chose, on avait déjà un culte qui était une fête qui était célébrée liée au culte de l'époque, et c'était le culte de l'Ita. Donc on avait l'hiver avec le Yule, et donc la victoire du soleil qui allait à nouveau devenir croissant, ou plus précisément la victoire du chêne dans les croyances celtes, puisque on a le chêne qui va refleurir et qui, au moment du 21 juin, est normalement tout gland dehors. Et on a à l'inverse la victoire du hou à partir du 21 juin, où on a ensuite ce hou qui vient se refleurir pour, au 21 décembre, être lui aussi tout baie dehors. Alors, il faut préciser que l'histoire ni de la chêne ni de le hou n'existe pas chez nous en Ukraine. Je ne sais pas, ça n'a pas passé cette tradition. On va voir les traditions qui sont pareilles, mais pas cela. Je sais pas. Cette fête, on dit qu'il est très ancienne, et il peut compter plus de 8 000 ans. En fait, on a beaucoup de bâtiments néolithiques qui semblent parfaitement correspondre aux alignements des équinoxes, des solstices d'été et d'hiver, surtout si on corrige justement cette précession dont on a parlé précédemment, et qui tend à montrer que depuis les empires achéens, peut-être même avant, on avait déjà cette connaissance de ces dates assez précises, et qu'on venait célébrer ces moments spécifiques de l'année. En même temps, ça semble assez intuitif. Donc, quand vous entendez que Ivana Kupala, c'est la fête slave, non, c'est pas la fête slave. Le nom, oui, il est slave, on vous a expliqué, mais la fête elle-même, il n'est pas slave, parce qu'on l'a célébré partout. De nord jusqu'à sud d'Europe, tout ça était touché par cette fête. Je ne serais pas surpris que tous les continents s'y soient intéressés. Je sais que les Mayas et les Aztèques aussi avaient une connaissance profonde des solstices, et pourtant on était sur une culture qui avait divergé depuis plus de 10 000 ans. Donc ça a l'air d'être assez mondial comme façon de fêter l'année. Donc, on est pareil pour ce fête. Il y a beaucoup de choses pareilles. Alors, parlons maintenant de rituels pendant cette fête. Cette fête, en Ukraine en tout cas, il est pour avoir une bonne récolte, pour santé et abondance. Les rituels que j'aime beaucoup, c'est que les jeunes garçons, le soir, ils commencent l'après-midi et le soir, il va d'une maison à l'autre, et il demande des choses que les gens veulent débarrasser, ou les choses, les affaires inutiles, pour après les brûler. Voilà. Au niveau d'écologie, maintenant, c'est pas le top. On préférera le recyclage au XXIe siècle. Oui, mais petites choses comme ça, on le fait toujours en Ukraine de l'Ouest. Il y a cette tradition toujours qui était sauvegardée. J'aime bien parce que c'est un petit peu l'exercice de développement personnel aussi, de débarrasser des choses inutiles et qui te prend la tête, qui te prend tes pensées. Alors, dans mon garage, il y a toujours tout ce temps de trucs que je garde. Et quelque part, je pense toujours que ça existe dans mon territoire. Et là, quand je les débarrasse, c'est une espèce de légèreté qui vient... c'est bien pour nettoyer la maison aussi. Pendant cette fête, on porte des vêtements colorés.
très coloré. On peut colorer beaucoup de couleurs. En tout cas, tout est fleuri. On fait les courants, des bandes colorées qu'on attache, on décore partout. Il y a beaucoup de couleurs. En Ukraine, on fait de effigies. Oui, des effigies. Donc une effigie, c'est une représentation matérielle d'une entité qui peut ne pas être matérielle, puisque là, en l'occurrence, on va parler de divinité. On fait une ou deux. Si on fait une effigie, c'est Kupala, donc l'effigie de Kupala, et après on va le brûler. Soit on fait deux, une qui représente Kupala et l'autre qui représente Marena. Donc Kupala c'est un homme et Marena c'est une femme. Ça représente la vie et la mort. Pourquoi la femme toujours la mort? Dans la culture, je trouve que la femme est plus souvent liée à la vie pour bien des raisons de fertilité. Ouais. Pour une fois, j'ai envie de dire, c'est plutôt l'inverse. L'autre source dit que c'est plutôt énergie ou le sacré féminin, féminin sacré et masculin sacré. Beaucoup des rituels qui sont restés, que les gens font, mais on explique différemment. En fait, et je vous dis les plusieurs explications existantes pour avoir une idée que ça peut représenter la vie et la mort, ça peut représenter femmes et hommes. Pendant que les garçons ramassent tous les déchets, tout le monde, les filles récoltent les fleurs, ils font les couronnes et elles décorent aussi ces effigies. Effigies. Elles chantent. Et c'est que les filles qui chantent. Encore une fois, les filles célibataires, je veux dire. Maintenant, tout le monde chante, même les enfants, tout le monde de village, ils suivent les traditions et ils font la fête. Mais ils ne suivent pas précisément comme avant, en fait, parce que, comme je dis, beaucoup des significations sont perdues déjà. Et j'ai écouté plusieurs interviews avec les mamies qui ont participé à cette fête avant. Ils ont raconté que quand ils étaient jeunes, surtout à l'époque, ils ont décoré tous ces effigies. Elles chantent, elles profitent de ce moment pour être ensemble, pour bien profiter de ce moment de chant, de danse autour de ces effigies. Et puis, les garçons attendent ce moment-là quand ils vont le détruire. Et ce que faisaient les filles, comme elles aimaient prolonger ce moment-là, et ils ont préparé effigie avec cette plante ortie, oui, qui pique, ortie. Et ils ont décoré tout ça et les garçons l'ont attrapé, ils sont piqués. Et puis les filles ont amené deuxième, donc le premier était la piège pour les garçons et après ils ont amené le deuxième et ils continuent à chanter et danser autour. Voilà, donc c'était les moments assez amusants et drôles, je pense, pour les jeunes. Après c'est la fête pour les jeunes. Je pense en France c'est pareil. En Europe tu n'as pas entendu. Alors le lien avec les plantes, parce que là donc tu parles d'orties, de couronnes de plantes, il y avait déjà une croyance même en Europe qu'à cette période-là, les plantes étaient particulièrement magiques. Là aussi, les Celtes étaient convaincus que ce soir-là, les plantes étaient encore plus magiques que d'habitude. C'était déjà dans leur croyance, mais c'était exacerbé à ce moment-là. Le fait que ce soit particulièrement lié aux jeunes, là non plus, j'ai pas de connaissances particulières là-dessus, donc je pourrais pas dire. Parce qu'en Ukraine, même maintenant, c'est la fête des jeunes, des célibataires plutôt, pour faire la connaissance. Ils utilisent cette fête pour faire la connaissance, et même maintenant, quand c'est la fête de village, maintenant c'est devenu fête de village, et où tu peux vraiment faire la connaissance. C'est mythique, mythique en vrai devenu pour les jeunes. Et c'est vraiment intéressant. Je regardais les reportages. Dans la description, je vous laisse tous les liens des reportages en français et en ukrainien. Vous pouvez ajouter un coup d'œil et regarder comment ça se passe maintenant en Ukraine. On retombe là sur des éléments dont on avait déjà parlé lors de notre magnifique vidéo précédente sur la semaine verte. C'est que là encore, il y avait des croyances concernant les esprits à cette période-là. En fait, comme la nuit était très courte, pour certaines croyances, ça signifiait que le monde des esprits et le monde des vivants étaient séparés par une frontière d'autant plus petite, d'autant plus mince à cette période-là, et donc potentiellement que des mauvais esprits pouvaient rôder
dans la région. Et donc, il y a certaines choses qu'il fallait éviter de faire pour ne pas prendre des risques inconsidérés. Encore une fois, éviter d'aller se baigner. C'était aussi une nuit où on essayait de ne pas dormir, puisqu'on devait entretenir cette lumière toute la nuit. Et c'était une nuit, du coup, souvent de nuit blanche, de veille. Ouais, mais on croyait ne pas dormir parce qu'on croyait que les mauvais esprits, ils peuvent venir dans la rêve pendant que tu dors, ou même, en réalité, pendant que tu dors, et faire quelque chose de mauvais à toi ou ta famille. Donc, ne pas dormir, même moi, j'ai entendu des anciens qui disent que « Ah, Ivana Kupala, oh, Ivana Kupala, on ne sait pas pourquoi, mais il ne faut pas dormir. » Ça a resté chez mamie, papy, et ils ont entendu quelque part qu'il ne faut pas dormir, il ne faut pas aller dans la forêt, surtout tout seul, il ne faut pas se baigner, mais ils ne savaient pas pourquoi. Bon, après, ça reste de la superstition et beaucoup Oui. savaient que ça restait de l'ordre de la superstition. Mais... Oui. Après, dans l'Ukraine de l'Ouest, ils savent plus sur les fêtes païennes que dans la région où j'étais. J'étais plutôt dans la région de l'Ouest, donc beaucoup l'Est, oui. Beaucoup des traditions, ils ont été pas maintenues, mais entendues à parler, mais beaucoup, les significations ont perdu, encore une fois. Alors, ce qu'on trouve intéressant et qui est pareil avec la solstice d'été, Ivan Kupala et solstice d'été, qu'il y a ce grand feu que tu viens de le dire, qu'on fait et qui doit rester brûlé ou allumé. Oui, il est allumé et il est maintenu. Maintenu, oui, pendant toute la nuit, parce qu'il représente le soleil qui ne doit pas se coucher. Le soleil se couche, mais le feu, il représente le soleil, donc c'est comme si le soleil ne se couche pas toute la nuit. Cet rituel, avant d'allumer le feu, c'est 4 hommes qui prennent chacun de quoi allumer. Ouais, une braise, un bâton, je sais pas. Et ils s'approchent comme ça vers le feu et ils allument le feu en même temps. Et ces 4 hommes, ils représentent les 4 éléments. 4 éléments de la Terre. Et en Europe, c'est pareil. En fait, c'est le rituel et ça m'a vraiment surpris quand j'ai cherché l'information que waouh, ce truc, c'est vraiment quelque chose de très subtil. Et c'est pareil et pour Ivan Kupala et pour solstice d'été. Ça plaira à ceux qui respectent la tradition primordiale, je pense. Nous avons aussi le rituel de brûler les vêtements d'un malade, d'une personne qui est malade. Ouais, les vêtements du malade vont ici représenter symboliquement la maladie elle-même, qui sera du coup éliminée d'une certaine manière. Donc là aussi, je suppose que c'est un culte de guérison, mais bon, dont les résultats devaient être quand même assez... Ouais, on tombe sur l'effet de placebo. Disons que si on choisit l'homme le plus malade du village, il y a quand même des chances que ça ne suffise pas. En tout cas, les vêtements, on a brûlé avant. Maintenant, on préfère brûler plutôt les petits papiers où on écrit nos malheurs, maladies, etc. Et on le jette dans le feu. On a déjà un peu parlé, le fait de danser au coin du feu, là aussi, c'est probablement quelque chose qui remonte à très loin, d'aussi longtemps qu'on s'est mis à fêter un solstice l'été, on a mis un feu et tant qu'à faire, que faire autour de ce feu pendant toute la nuit, danser c'est probablement l'activité sociale par excellence. Donc c'est quelque chose qui est commun du bout de l'Espagne au bout de l'Ukraine et qu'on retrouve dans les différentes traditions. Alors pour la Saint-Jean, il y a souvent cette idée de faire des cercles autour du feu, je ne sais pas si c'est aussi... c'est pareil, oui, pour Ivan Kupala, le cercle. Autour d'un feu rond. Oui, tout à fait. Ça semble évident. Et c'est toujours les danses collectives. Même si on danse tout seul dans son coin, on peut dire que c'est toujours la danse pour se détendre. Il n'y a pas le but de se montrer, parce que c'est plutôt cette tradition de tribu. Quand on fait en collectif, on fait tous ensemble en mouvement la danse pour célébrer cette fête. Pour Ivana Kupala, chez nous, on fait à côté petit feu parce qu'il y a la tradition de sauter. On saute sur le feu et ça signifie qu'on se purifie, on devient pur. Voilà, parce qu'on considère que la fête Ivana Kupala, c'est pour purifier avec le feu et avec de l'eau. On a aussi les couples
qui vont ensemble sauter par-dessus ce feu, au travers des flammes si possible, avec cette idée de se tenir la main et surtout de ne pas se lâcher la main, puisque ce serait un bon présage pour le couple s'il arrive à vivre une aventure comme sauter au travers d'un feu ensemble, main dans la main. Ouais, donc du coup, si on saute, on doit surtout ne pas se lâcher parce qu'on considère que si pendant cette saute, les mains sont lâchées, c'est pas bien, pas du tout. Ça se passe vraiment pas bien, après ils vont se séparer. En faisant le taux de divorce maintenant. C'est parce que les gens sautent plus au-dessus du feu en se tenant la main. C'est ça. Après, quand la nuit se tombe, c'est là que commence le plus intéressant, en tout cas pour les filles. Les couronnes dont on a parlé précédemment sont utilisées pour des actes de divination. Les filles, ils font les couronnes et ils installent les bougies avec ce couronne et ils le lancent sur le fleuve. Donc, si la couronne, il s'arrête quelque part, c'est pas bien. Genre, c'est pas du tout bon signe. Il ne doit pas couler non plus. Si la couronne, il arrive vers l'autre, il va très loin en fait, vers l'autre rive, ça veut dire que ton futur fiancé, il va venir de loin, quelque part de loin. Et si la couronne reste et il flotte petit à petit et reste longtemps, c'est très bon signe. Ça veut dire que bientôt tu vas faire connaissance avec quelqu'un, avec le futur fiancé, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, que les jeunes garçons, ils pouvaient attraper ces couronnes parce qu'ils ont vu qui a lancé laquelle couronne et ils ont sauté dans la rivière et attrapé ces couronnes. Et ça veut dire que si moi je lance le couronne, je l'attrape, si on est célibataire, c'est très bon signe, on peut être en couple, se marier, etc., être fiancé. C'était plus une épreuve qu'une divination au final. Oui. Final. Mais comme on a dit, c'est la fête pour les jeunes et les jeunes célibataires, donc il ne faut pas s'étonner. Il y a un aspect dont on n'avait pas parlé, c'est vrai, j'ai oublié, c'est quand on parlait des plantes magiques, et là, ça pour le coup, on arrive sur quelque chose qui est purement slave. Ils ont cette invention de la fleur de fougère, et celui qui trouve la fleur de fougère, eh bien, grand bien lui fasse, et il sera investi de tout un tas de pouvoirs. Ça fait partie d'ailleurs, cette légende de la fleur de fougère, des légendes qui ont aussi été utilisées par les Halakternik pour justifier de leur pouvoir. Donc je te laisse rappeler ce que sont les Halakternik. En Ukraine, on a la légende que les Cosaques Halakternik, c'est les Cosaques en ayant les pouvoirs magiques. Donc, ils pouvaient voir l'aura autour des plantes pour savoir quelles plantes les plus efficaces et plus guérissantes autour des gens, bien évidemment, guérir, parler avec les animaux, parler avec les fleurs, les plantes, se transformer en animal aussi. Donc, beaucoup de pouvoirs magiques. Pour obtenir ces pouvoirs magiques, il fallait travailler. Il fallait faire des exercices, des épreuves, et c'est des années et des années et des années de travail, comme à l'école de Hogwarts. Oui, même comme les druides de la religion celte qui demandaient une formation, d'après les légendes, longue et complexe. Tout à fait normal, en fait. Tu ne peux pas obtenir ça en un jour. Et les gens qui veulent toujours trouver la pilule magique, ils veulent obtenir tout comme ça, hop, ils ne veulent pas croire qu'il faut des années et des années, des expériences et des exercices pour pour obtenir telle ou telle capacité. Oui, pouvoir. Pouvoir, etc. Donc ils ont inventé cette légende, pas inventé, je ne sais pas comment exactement ça s'était fait, que, disons, si tu trouves le fleur de fougère pendant la nuit de Ivan Kupala, tu commenceras à voir l'aura autour des plantes et avoir les capacités magiques. Et le bonheur, après ça a transformé juste en abondance, bonheur, etc. Donc petit à petit, ça a devenu juste, allez, va trouver le fleur de fougère et tu vas être riche. C'était le loto de l'époque, mais avec encore moins de gagnants. Oui, voilà. Et puis, mais surtout,
il ne faut pas aller surtout tout seul dans la forêt. Donc, Oui, confère les superstitions précédentes. La fleur de fougère n'est pas dans l'eau non plus, donc ne pas se baigner. Ouais, donc c'est dans la forêt où il y a les esprits maléfiques, il ne faut pas y aller parce que tu vas te perdre. Bon, personne n'a rien trouvé pour l'instant, mais la légende existe. Et on vous laisse dans la description l'article de Wikipédia de fleur de fougère. Allez, on avance. Oh, mince. Ah, ça c'est toi, Maja. Ah, j'ai oublié 5 pièces. Tu as 5 pièces? Sur moi? Ouais. Ah non. Alors, le rituel. Maintenant qu'on a été s'enrichir, on n'a pas trouvé de fleur de fougère, on vous rassure tout de suite. Maintenant, on va vous expliquer le rituel qu'on fait pour Ivana Kupala. Un des nombreux rituels, mais je le trouvais marrant. Alors, c'est avec l'argent et avec les souhaits. 5 monnaies, 5 souhaits. On dit qu'il faut utiliser de monnaie de 5 centimes ukrainiens. Vraiment 5 centimes. Donc, moi, je n'ai pas des 5 centimes ukrainiens. Ça fait longtemps que je n'ai pas été en Ukraine, mais j'ai 50 centimes. Oui. Donc, du coup, tu prends le monnaie. Bah, tiens. Tu vas le faire aussi, les bêtises comme moi. Il n'y a pas une histoire qu'il faut... Alors c'est main droite, épaule gauche, c'est ça? Non, c'est après. Alors. En fait le soir, avant Ivana Kupa, tu fais le souhait. Je veux trouver une fleur de fougère. Comment tu veux dire souhait? Un vœu, tu un fais souhait. Ouais, tu fais un vœu. Faire un souhait, faire un vœu. Alors, tu fais un vœu, tu souffles sur le monnaie. Je sais pas qui. Comme ça. Non, comme ça. Et tu le mets sur ton coussin. Où tu dors. Et tu le mets sous ton coussin. Que tu dors. Donc tu mets un, tu mets sous le coussin. Après, deuxième. Comme ça, tu mets sous le coussin. Regarde, je vais mettre sous le coussin. Imagine que tu dors là-bas. Voilà. Et le vœu. Voilà, donc tu souffles. Tu fais le vœu, tu souffles, d'abord le vœu, après tu souffles et tu le caches sur le coussin. Après, le matin, tu te lèves et tu prends toutes ces monnaies. Et du coup, on fait ça quelle nuit? Bah, Ivana Kupala. Parce qu'on n'est pas censé dormir cette nuit-là. Bah oui, c'est ça les drôles. C'est pour ceux qui dorment. Bah moi je préfère avoir 5 vœux, dans ce cas c'est vachement efficace comme truc. Bah oui. Donc du coup tu dors, imagine, blablabla, tu dors. Allez, après le matin, tu prends toutes tes monnaies que tu as soufflées et tu les jettes avec la main droite sur l'épaule gauche, comme ça, derrière toi, dans une rivière. C'est pour ça peut-être c'est 5 centimes pour ne pas jeter trop d'argent. Donc, je sais pas, c'est drôle comme rituel. Les gens le font jusqu'à maintenant. C'est vrai rituel que les gens font. Après, il y a un autre rituel que je voulais bien faire avec toi, mais j'ai pas trouvé beaucoup des bandes. Tu prends la bande, 5 morceaux de bande de couleurs différentes ou couleur rouge. Les sorcières ukrainiennes conseillent la couleur rouge. Parce que c'est plus efficace. Là, donc tu écris ton prénom sur un côté et sur l'autre côté, tu écris le vœu, ton vœu à toi. Tu le montres à personne. Et après, tu l'attaches vers un arbre pour la nuit. Et tu dors, toujours. Tu dors sans les esprits malsains. Tout va bien. Tu te réveilles le matin, tu enlèves ces bandes et tu les caches chez toi. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas les jeter. Pour toujours. Tu les caches. Ok, je ne connaissais pas cette légende. Moi non plus. Voilà, deux rituels. Il n'y a pas vraiment de conclusion. Moi aussi, il y a un mot à dire à la fin. Camoulox? Quoi? Camoulox. En conclusion, Ivana Kupala, c'est une fête pré-chrétienne. On l'a dit donc au début, reprise et transformée par les différents courants chrétiens pour correspondre un peu à ce que les gens faisaient avant, tout en l'incluant dans leurs croyances. Et donc, on voit que les différences aujourd'hui nous permettent quand même de retrouver ce tronc commun
de ce qu'était cette fête avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Soutenez-nous avec les likes, abonnez-vous et до побачення! До побачення!